Beaucoup de discussions sur le découplage, comme vous vous en souvenez peut-être, se sont maintenant estompées, surtout en termes de rhétorique. Cela est dû au fait que les souhaits ou les espoirs de ceux qui plaident pour le découplage ne pouvaient pas se réaliser sans coût économique significatif pour leur propre communauté. Ainsi, nous avons déplacé notre attention vers l'idée de réduction des risques, quoi que cela implique. Hello everybody, this is Pascal and today I'm talking. Bonjour à tous. Ici Pascal, et aujourd'hui je parle à un collègue en Australie. Je parle à Warwick Powell, qui est professeur adjoint à l'Université de technologie du Queensland à Brisbane. Il est également chercheur principal à l'Institut Taihe, un groupe de réflexion internationale non gouvernemental basé à Pékin. Warwick mène des recherches à l'intersection des chaînes d'approvisionnement mondiales, de l'économie géopolitique internationale et des technologies contemporaines, y compris les blockchains et les monnaies numériques. Nous avons échangé des emails pendant un moment, mais nous n'avons pas encore eu l'occasion de parler. C'est ce que nous allons changer aujourd'hui, en discutant du rôle de la Chine dans l'économie physique et numérique mondiale. Warwick, bienvenue dans l'émission. Warwick, welcome to the show. C'est génial de se rencontrer enfin en face à face, si l'on peut dire, Pascal. Je suis un grand fan. Thank you very much for that. Merci beaucoup pour cela. Nous avons un peu discuté, surtout lorsque je publie quelque chose sur la Chine. La question pour moi aujourd'hui, compte tenu de votre expertise, concerne l'impact de toutes les sanctions, en particulier sur les importations de puces et les exportations chinoises vers les marchés américains, ainsi que les récentes sanctions sur TikTok. Cette coercition économique contre la Chine, couplée à la récente visite de Janet Yellen, où elle a demandé à la Chine de stopper la surproduction, soulève des questions. Compte tenu de ces événements, où voyez-vous l'économie de la Chine au printemps 2024 et son statut en tant qu'économie politique? And China as a political economy. La Chine est un grand pays qui a subi des décennies de développement économique et de transformation avec un objectif principal, améliorer le niveau de vie de 1,4 milliard de personnes. Atteindre cet objectif en partant d'une position d'extrême pauvreté après environ 100 ans de guerre est une tâche monumentale. Aujourd'hui, la Chine a été assez réussie dans l'atteinte de son objectif initial d'améliorer le niveau de vie de nombreuses personnes. Cependant, rien ne reste statique. C'est important de se souvenir de cela lorsqu'on considère les systèmes économiques et sociaux. Le système politique chinois est toujours en évolution. Surtout au cours des 5 ou 6 dernières années, nous avons été témoins d'une autre transformation structurelle significative. Quelle est donc l'essence de cette transformation structurelle? La transformation structurelle se concentre sur le passage d'un modèle économique qui a été soutenu par une expansion rapide de l'urbanisation, incluant les appartements, les propriétés et les infrastructures associées, telles que l'électricité, les systèmes d'eau, les routes et les transports. Elle se dirige maintenant vers un modèle qui met l'accent sur le rôle des activités économiques pilotées par les technologies intelligentes. Ces activités vont de la fabrication à la livraison de services pilotés par l'IA. Cette transition marque un changement d'un monde axé sur les éléments physiques de l'urbanisation et l'investissement dans la formation de capital fixe vers un objectif de transformation de la base de productivité de l'économie pour élever à nouveau les standards de vie. Au cours des 30 à 40 dernières années en Chine, le modèle économique était, dans une large mesure, construit sur les exportations, n'est-ce pas? La Chine a été à un moment considérée comme une sorte d'atelier du monde. Ensuite, elle est devenue un endroit où l'on pouvait produire des électroniques bon marché, après que le Japon ait évolué. Nous avons vu un développement similaire en Chine,
ainsi que chez d'autres tigres asiatiques. Ils grimpent l'échelle, puis se transforment d'une économie axée sur l'exportation en une économie menée par les consommateurs domestiques. Le marché des consommateurs chinois est énorme et important. Cette transition de la focalisation sur les exportations vers les consommateurs locaux est-elle toujours en cours ou est-ce que je me méprends? Tout à fait, Pascal. En fait, la transition ou le point de bascule s'est produit il y a environ une décennie. Autour de 1995, la proportion de production manufacturée chinoise qui était exportée était d'environ 11%. En 2004, ce chiffre avait augmenté à 18%. Cela signifie que presque une unité sur 5 de valeur des productions manufacturées chinoises était exportée en 2004. Cependant, depuis lors, ce pourcentage a diminué et se situe maintenant à environ 13%. En d'autres termes, 87% des productions manufacturées chinoises sont consommées par l'économie domestique. Cela indique que, bien que les productions aient augmenté, 87% sont absorbées au niveau domestique. Cela montre également que la consommation domestique, tant au niveau des entreprises qu'au niveau des ménages, a été en augmentation. Par conséquent, la transition vers une économie principalement axée sur la consommation domestique se déroule depuis les 20 dernières années, surtout depuis 2004. Orienté vers le marché intérieur, avec une focalisation sur l'exportation d'environ 13% des productions manufacturées. Certaines des meilleures technologies de la Chine sont désormais exportées vers des marchés tiers. Si nous considérons les États-Unis et la Chine comme les deux principaux rivaux sur la scène économique mondiale, ces marchés tiers prennent de plus en plus d'importance. Par exemple, lors d'une visite récente en Thaïlande, Mastis par le nombre de voitures BYD sur les routes. Ce sont des voitures magnifiques et impressionnantes. Ça semble point de discorde pour les États-Unis. Et Madame Yellen a dit, « Chine, vous devez freiner votre surproduction. » Ce qui est un terme vraiment étrange, car chaque pays exporte autant qu'il le peut, pas juste autant qu'il le souhaite. Ce sont les entreprises qui essaient d'exporter autant qu'elles le peuvent pour gagner autant qu'elles le peuvent. Donc s'il y a de l'exportation, cela implique qu'il y a une demande pour cela. Maintenant, pensez-vous qu'il y a aussi un changement structurel dans la manière dont les États-Unis envisagent le commerce mondial? Il y a certainement un changement. Les États-Unis ont été particulièrement anxieux au cours des 6 ou 7 dernières années concernant leur déficit commercial. Depuis l'introduction des tarifs douaniers par Trump, il y a eu un effort politique pour aborder cette question. Cependant, des recherches récentes de David Autor et ses collègues montrent que les tarifs douaniers de Trump n'ont pas conduit à des améliorations significatives de l'emploi domestique aux États-Unis. Bien qu'ils aient apporté un dividende politique, la stratégie visant à limiter les exportations chinoises vers les États-Unis comme moyen de revitaliser la fabrication américaine ne s'est pas réellement concrétisée. Alors c'est le premier point. Le deuxième point à garder à l'esprit est que les modèles ou contours du commerce mondial et de la circulation de la valeur dans le monde ont subi des changements significatifs à nouveau au cours des 10 à 15 dernières années. Ce changement a vu des pays autres que les États-Unis et l'Union européenne, les marchés traditionnels pour les biens manufacturés, maintenant entrer en jeu et occuper des parts de plus en plus importantes des relations commerciales avec la Chine et d'autres. Par conséquent, les modèles du commerce mondial et de la circulation économique changent. Donc, il se passe ici quelque chose à la fois du point de vue géopolitique et économique, que je crois conduisent à une préoccupation croissante parmi les marchés ou entités politiques traditionnellement dominants concernant la direction vers laquelle le monde se dirige. C'est compréhensible.
Je le décris souvent comme l'émergence d'une forme d'anxiété de déplacement. D'une position où les économies transatlantiques étaient le centre naturel du système économique mondial, elles sont maintenant redistribuées dans le cadre d'un réseau plus décentralisé. Ce changement est quelque chose que beaucoup dans le monde transatlantique trouvent très inconfortable. Ouais, et ils essaient réellement de faire quelque chose à ce sujet. C'est une vieille histoire, en fait. Si nous remontons à 200 ans, 150 ans, la Chine en tant que marché a toujours été extrêmement importante. Les puissances occidentales ont mené 2 guerres contre la Chine pour le droit de vendre de l'opium à l'intérieur de la Chine. C'est dire l'importance de la Chine en tant que marché. Il y avait toujours une question d'équilibre et de qui a le droit d'importer et d'exporter quoi. La Chine est actuellement dans une position complètement différente de l'état faible dans lequel elle se trouvait il y a 150 ans. Pensez-vous que cela mène maintenant à une relation plus égale entre eux? Ou y a-t-il un danger que nous allions vers ces blocs commerciaux très fragmentés que nous avons vus pendant la guerre froide? Mais pour moi, du moins pour le moment, nous ne sommes pas encore dans un monde fragmenté. Démêler bon nombre de ces chaînes d'approvisionnement mondiales est plus facile à dire qu'à faire. Les enchevêtrements actuels, où les produits sont assemblés en rassemblant des biens manufacturés de nombreux pays, ont été optimisés au cours des 30 à 40 dernières années. Cette optimisation visait à atteindre des coûts bas et une haute efficacité. Un autre aspect important à considérer est que ces processus de fabrication complexes dépendent du développement d'écosystèmes. Ces écosystèmes doivent disposer d'une main-d'œuvre possédant les types de compétences adéquates pour les soutenir. Et ce genre de compétences ne peut pas être créé instantanément. Des travailleurs compétents, hautement qualifiés, ainsi qu'un écosystème qui permet des flux de chaînes d'approvisionnement optimisés, prennent du temps à développer. Ce n'est certainement pas facile à démêler. C'est la première chose à retenir. Beaucoup de discussions sur le découplage, surtout dans la rhétorique, se sont maintenant estompées. Cela est dû au fait que les désirs ou les espoirs de ceux qui plaident pour le découplage ne pouvaient pas être réalisés sans coûts économiques significatifs pour leur propre communauté. Ainsi, nous avons déplacé notre focus vers l'idée de dérisquer, quoi que cela implique. L'autre chose à garder à l'esprit, alors que ces contours mondiaux changent, c'est que la Chine est devenue au cours des 30 dernières années la seule superpuissance manufacturière mondiale. Elle représente 29% à 30% de la valeur ajoutée manufacturière mondiale et 35% de la production brute. La Chine commence également à étendre ses capacités par le biais de ses entreprises dans d'autres marchés. Cette expansion se fait par des investissements, soit en créant de nouvelles usines, soit par le biais de joint ventures. Nous voyons cela dans le secteur des véhicules électriques, par exemple, ainsi que dans d'autres domaines. Dans le secteur des VE, BYD établit des usines en Hongrie, en Thaïlande, en Malaisie, au Brésil et au Mexique. Le gouvernement italien a invité BYD à établir des opérations en Italie. Chery a également signé un accord de coentreprise en Espagne pour reprendre une ancienne usine Nissan à Barcelone. Ce partenariat avec une entreprise espagnole vise à rénover l'usine et à commencer la fabrication de véhicules électriques VE en Espagne pour le marché européen. Ainsi, le réinvestissement des excédents commerciaux par des investissements en capital dans le monde en développement stimule le développement économique, l'amélioration des compétences et le renforcement des capacités sur ces marchés, pas seulement dans les centres mondiaux. Mais quel est le risque que la politique interfère davantage?
Nous avons vu des tentatives des États-Unis et de l'Union européenne pour exclure complètement Huawei du marché, notamment en ce qui concerne la technologie 5G. Il y a toujours un dialogue sur la sécurité nationale, affirmant que cela menace notre sécurité nationale, que ce soit le cas ou non. En conséquence, nous voyons beaucoup moins de produits chinois en Europe et aux États-Unis par rapport à l'Asie du Sud-Est, qui importe une grande quantité de biens chinois. Cela a conduit à différents écosystèmes au travail. Y a-t-il un risque que le marché des véhicules électriques puisse faire face à des défis similaires? Pourrait-il y avoir une répression soudaine contre BYD, avec plus de politiques protectionnistes justifiées par des préoccupations de sécurité prenant le dessus? Oui, je pense qu'il y a deux problèmes ici, Pascal. L'un est de savoir si nous avons affaire à des produits fabriqués en Chine et exportés vers le marché européen, ou s'il s'agit de produits fabriqués par des entreprises chinoises en Europe. Maintenant, que des tarifs et des mesures similaires soient finalement imposés sera un sujet soumis à une considération politique significative de la part de l'Union européenne et de ses États membres. Savoir si cela s'étendra ensuite à des dispositions politiques discriminatoires contre les entreprises détenues par des Chinois qui sont réellement situées et qui opèrent des installations à l'intérieur de l'Union européenne va être un autre pont à franchir. Ces deux dimensions de gestion du capital étranger et des capacités de production étrangères entraînent des calculs politiques très différents. Une préoccupation parmi l'élite politique est que les déséquilibres commerciaux reflètent l'évidement de la capacité de fabrication dans leur propre pays. Cependant, si cela est contrebalancé par l'arrivée de nouveaux capitaux, apportant savoir-faire et technologie pour construire et exploiter de nouvelles usines, alors les préoccupations fondamentales concernant l'évidement sont largement abordées. Cela soulève alors la question de savoir si vous êtes prêt ou non à accepter que les propriétaires de cette capacité de capital soient étrangers, spécifiquement chinois. L'exemple espagnol nous montre que des co-entreprises peuvent être réalisées. Il existe de nombreuses façons d'aborder cette question. Je pense que les options politiques disponibles se résument essentiellement à 4 choses principales. La première est d'interdire purement et simplement les biens importés, ce qui a des conséquences telles que des coûts plus élevés et une réduction du niveau de vie. La deuxième est d'investir dans la capacité nationale en développant les entreprises locales pour les rendre à nouveau compétitives, ce qui est une tâche difficile. De nombreuses entreprises locales et investisseurs hésitent à poursuivre ce qu'ils considèrent comme un chemin à haut risque et à fort capital. La troisième option est de s'engager dans des co-entreprises, trouvant des moyens de tirer parti des forces des différentes parties impliquées. La quatrième option est de laisser le marché complètement ouvert. Cependant, dans le climat politique actuel, il est douteux que le marché reste entièrement ouvert aux capitaux étrangers ou aux importations sans aucune restriction. En Occident, cela semble particulièrement improbable. Nous sommes donc amenés à considérer les 3 premières options. La question devient alors, où se situe le corps politique en termes de ces 3 premières options politiques? Va-t-il interdire les choses purement et simplement? Cherchera-t-il à investir dans les entreprises locales et à augmenter leurs capacités? Ou commencera-t-il à rechercher des solutions gagnant-gagnant créatives et imaginatives? J'espère, pour le bien de tous les concernés, que la troisième option recevra plus d'attention et de réflexion, car elle nécessitera beaucoup plus de médiation et de négociation. La première option, l'interdiction, ne aide personne. La deuxième option est peu probable car je ne vois pas les gouvernements européens ou américains, finalement, payer la facture. Donc ce sont les choix disponibles aujourd'hui et les organes politiques devront bien les réfléchir. Comme vous l'avez dit,
Il se pourrait même qu'il ne soit pas possible d'interdire complètement toutes les choses qui suscitent des inquiétudes, car elles font déjà partie intégrante des écosystèmes qui ont été construits. Par exemple, si vous avez un iPhone, il est fabriqué au Japon, conçu en Californie et assemblé en Chine. Il semble extrêmement difficile de démêler cela, car il existe certains savoir-faire et technologies qui ne peuvent être développés conjointement. Sinon, nous verrions des entreprises comme Apple essayer de se dissocier autant que possible de la Chine. Mais elles ne le font pas. Au lieu de cela, elles ont des réunions avec les hauts fonctionnaires du gouvernement pour discuter du développement économique et des chaînes d'approvisionnement, en particulier des chaînes d'approvisionnement. Pourriez-vous élaborer un peu sur ce que cette dépendance aux chaînes d'approvisionnement implique? What that one hinges on. Yeah, look, I'll touch on the Huawei stuff in a moment, but the other point that I think Oui, is worth bearing in écoutez, mind, je vais aborder la question de Huawei dans un instant. the Mais un autre point à prendre en compte est les implications catalytiques en aval pour la manière dont les nations gèrent leurs relations avec le capital et les technologies étrangères. relationship with foreign capital. La question des technologies solaires et éoliennes est un excellent exemple. Les ambitions de passer à une empreinte énergétique à faible teneur en carbone sont mieux réalisées de manière la moins coûteuse et la plus rapide possible. Cela est plus que probablement réalisé en important du matériel fabriqué en Chine. Une fois que vous avez fait cela, il y a des possibilités et des implications catalytiques en aval. There are downstream catalytic possibilities and implications. Autonomous energy. Atteindre l'indépendance énergétique en contrôlant et possédant les moyens de capter l'énergie naturelle transforme non seulement l'indépendance économique, mais modifie également la structure des coûts des industries. Ce changement ouvre de nouvelles possibilités pour les activités en aval et permet de nouvelles séries d'innovations entrepreneuriales, stimulant le développement économique dans les industries et les marchés matures. Il est important de reconnaître que tous les investissements ne se valent pas. Différents actifs offrent différentes possibilités et implications. Par exemple, les véhicules électriques, VE, favoriseront un écosystème de professionnels hautement qualifiés, y compris des ingénieurs d'essai et des concepteurs. Testing engineers, designers, and those sorts of things. The PV environment will actually L'environnement PV photovoltaïque entraînera en réalité une réduction générale du coût de l'énergie, ce qui est transformateur pour la société dans son ensemble. Concernant la situation de Huawei, il ne fait aucun doute que les efforts pour interdire à Huawei de déployer l'infrastructure 5G dans divers marchés et plus largement, les tentatives d'empêcher les technologies, en particulier les technologies de puces semi-conductrices de haut de gamme, d'être vendues sur le marché chinois, ont conduit à une série de conséquences imprévues. Par exemple, l'une des conséquences imprévues a été une réduction des normes de qualité de service dans les endroits où Huawei a été effectivement écarté. Un rapport récent qui a évalué les normes 5G à travers l'Europe et le Royaume-Uni a placé Londres en bas de la liste. Les auteurs ont identifié une raison directement liée à la décision du gouvernement britannique en 2020 d'obliger les entreprises de télécommunications à remplacer les technologies 5G de Huawei par d'autres technologies. Cela a conduit à une réduction des normes de qualité de l'infrastructure de télécommunications, ce qui réduit la compétitivité économique. C'est un effet de premier tour. L'effet de second tour sur ces entreprises est qu'elles doivent dépenser du capital pour remplacer l'équipement dans lequel elles avaient déjà investi il n'y a pas si longtemps. Ce n'est pas du tout une utilisation efficace des ressources. Un capital important a donc été gaspillé. Les entreprises n'ont pas vu de retour sur leur investissement initial parce qu'elles sont obligées de le remplacer. Cette approche de déchirer et remplacer a affecté négativement les entreprises et les utilisateurs de la technologie. L'impact de troisième tour a été une conséquence imprévue
où cela a incité le gouvernement chinois et l'industrie à développer ou accélérer le développement de leurs propres capacités en semi-conducteurs. Sans les sanctions imposées à Huawei, il est très peu probable que Huawei aurait soutenu le nombre d'entreprises en démarrage en Chine qui sont devenues cruciales dans l'écosystème construit là-bas. Donc c'est l'impact de troisième tour. L'impact du quatrième tour conduit en fait à une transformation potentielle du modèle commercial mondial de la technologie. Huawei, ainsi que d'autres entreprises en Chine, ont été très actifs dans le développement de technologies open source pour leur cloud, l'IA et divers autres environnements d'application. Ces technologies open source, avec Huawei hébergeant 105 dépôts sur GitHub, réduisent les coûts pour les développeurs de créer leurs propres applications au sein de ces systèmes d'exploitation. Cela, à son tour, réduit les barrières pour le développement de nouvelles applications. C'est significatif car cela remet fondamentalement en question le modèle commercial basé sur la rente de pays qui a été la fondation de la grande technologie occidentale ou américaine. Alors, c'est ce que des gens comme Varoufakis décriraient comme le techno-féodalisme, n'est-ce pas? Le techno-féodalisme est l'idée que le contrôle de ces plateformes techniques permet effectivement aux propriétaires des plateformes de se comporter comme des seigneurs et de percevoir des rentes monopolistiques. L'expansion et l'application des technologies open source, portées par de grands écosystèmes tels que Huawei, vont en réalité créer des voies alternatives pour le développement technologique. Sur 4 fronts, nous avons assisté au déclenchement, si vous voulez, de conséquences non intentionnelles susceptibles d'avoir des conséquences très néfastes pour les entreprises en place. C'est l'auto-immunité à l'œuvre. C'est une auto-immunité qui, au nom de la protection de quelque chose, est en fait en train de le détruire.